Allez, c'est parti. Ouh là là, j'ai l'impression de passer l'oral de l'INP. Donc, je ne vous garantis pas les 10 minutes parce que je ne me suis pas du tout entraînée. Lara a animé avec brio cet atelier qui a largement dépassé le temps imparti. Donc, désolée, mais c'était. Vous entendez pas? Ben, je sais pas. Le problème, ça pèse un peu un âne mort, donc si je peux éviter le. Ah, ben voilà. C'est mieux comme ça. Voilà, donc on a largement débordé le temps d'échange, mais ça montre que le thème a vraiment résonné avec les différents participantes et participants, que je remercie pour la qualité et le dynamisme des échanges. Et n'hésitez pas si j'ai oublié des choses, parce que j'ai pas remis dans ma synthèse tous les exemples cités. Spécial dédicace à l'atelier 4, avec qui on a fait une petite battle de... Chut, mais vous étiez pire que nous, pardon de vous le dire. Voilà. Non, mais on a hâte de vous entendre parce que ça avait l'air très intéressant, très dynamique. Donc, revenons à nos moutons. Le statut, il est lié finalement à 3 dimensions de l'objet: son contexte d'acquisition, sa matérialité et ses usages. Et en fait, le problème advient quand il y a incohérence entre le statut et ces dimensions-là, surtout celle des usages, voire quand le statut entrave une de ces dimensions, ou là encore, l'idée, en fait, la problématique, je ne l'ai pas dit, qui nous a été proposée. Alors, je ne sais plus si je l'ai exactement, donc si je dis une bêtise, n'hésite pas à compléter. Donc, c'était finalement la question autour du cas du musée de la vie bourguignonne. C'était de savoir comment exploiter autrement les collections pour leur redonner de la valeur, que ce soit dans toutes les dimensions, scientifiques, pédagogiques, mémorielles, solidaires, pour mieux conserver les collections qui sont présentes in situ, non exposées notamment, et compte tenu des contraintes. Donc, sachant que le musée a 34 000 objets, c'est ça, Vicky. Donc, c'est une charge quand même importante. Qu'aujourd'hui, il y a une toute petite collection pédagogique de quelques dizaines d'objets et un projet de mettre en place une collection documentaire qui serait répertoriée dans la base de données, qui s'alimenterait de collections aujourd'hui non inventoriées ou de collections potentiellement déclassées de l'inventaire réglementaire. Donc, je reviens à cette question d'incohérence. Donc, on a essayé, donc, à travers ces 3 dimensions, d'examiner la question. Il y a vraiment la question de la temporalité qui traverse un peu toute la discussion. Il y a une grande différence entre réfléchir à comment on acquiert aujourd'hui et traiter les collections qui existent et en prendre soin. Et aussi de comment concilier le temps du patrimoine, le temps des collections, qui est un temps infini et inaliénable, et le temps des humains que nous sommes et qui, du coup, ne font que passer, avec des questions notamment dans la rupture de la transmission du savoir autour des objets eux-mêmes, mais aussi de la logique d'acquisition ou de même les projets d'usage ou de documentation, mais aussi une question centrale pour nous professionnels de la légitimité finalement d'intervenir sur un processus qui est censé être aussi inéluctable que la conservation ad vitam aeternam. Rappeler aussi qu'un écomusée, finalement, ce qu'on a fait ressortir, c'est qu'un écomusée n'est pas une collection, mais des collections, plus autre chose. Il y a l'inventaire réglementaire, il y a le matériel d'étude, le matériel pédagogique, les statuts d'archives, ces statuts qu'on connaît, mais aussi parfois des statuts plus particuliers qui peuvent naître, comme au MUSEM, la collection BIS, donc qui est née de la collecte sur le sida, qui est en fait une manière de gérer les doubles d'objets, des tracts, des badges, genre de choses. Et en fait, dans l'idée, c'est une collection qui devait servir qui devait permettre, un statut donc lié de manière documentaire à la notice, c'est-à-dire qu'il y a un objet qui est dans l'inventaire réglementaire, qui est documenté comme il se doit, et il y a des B avec le même numéro, des notices avec le même numéro plus un B, qui sont donc ces doubleaux qu'on peut du coup
théoriquement remettre à disposition des contributeurs, des associations, leur donner, permettre une exploitation beaucoup plus libre. Et pour revenir à temporalité, cette idée qui a beaucoup intéressé les participantes, participants, s'est heurtée au MUSEM à la question de la gestion, c'est-à-dire que elle n'a pas pu être gérée comme elle avait été conçue parce que la charge de travail de la régie, parce que le départ de personnes ont fait que finalement cette collection aujourd'hui, elle n'est pas exploitée selon cette fonction. 5 minutes. Oui, j'arrive. Donc, je rentre dans mes différentes cases. Le contexte, donc, très important. Donc, tout ce qui est là pour une raison. Qu'on la juge justifiée ou non aujourd'hui. Il y a eu plusieurs cas assez intéressants ou cocasses des légendes urbaines qu'on se transmet, notamment un fonds qui était un peu laissé à l'abandon dans une cave et qu'on a désigné, je ne vais pas donner les musées pour pas me pointer les doigts, désigné à la responsable à son arrivée comme bon, c'était là, on l'a laissé là pour faire plaisir aux gens, et finalement à l'association, et finalement c'était un fonds extrêmement précieux et fondateur du musée, mais dont on avait perdu la connaissance, qui a été retrouvé grâce aux archives, mais qui aurait pu disparaître parce que, selon la légende, il n'avait pas d'utilité. Donc, l'importance de, là encore, se méfier du temps humain et de la mémoire en général, et de pouvoir faire un travail de recherche dans les moyens dont on dispose sur la propriété, sur l'origine, de la raison de la présence de ces objets. Se protéger, on a repris ce terme de MST, de mon successeur traitera. Donc, pour ce qu'il advient, surtout s'astreindre à ne pas propager des MST et se protéger également des collègues écureuils. Je trouvais que c'était une très jolie formule qui a été donnée, qu'on peut nous-mêmes être sur nos domaines de prédilection. La question de la matérialité, on a pas mal parlé d'objets détruits ou à détruire. Ceux qui sont physiquement détruits, mais dont on peut nous empêcher, ça a été cité aussi, de considérer nous-mêmes en tant que conservateurs qu'il était détruit, et la demande de passer par des restaurateurs, par la collégialité, quand bien même il ne reste que de la poussière. Les objets, comment traiter les objets à destruction programmée, soit par le temps, comme dans le cas de plastique anciens, ou parce que nous, on voudrait bien les détruire. Comment garder une trace ? Il y a du coup le lien avec cette question de l'immatériel. Finalement, rajouter une part d'immatériel, ça permet de redonner de la valeur, un témoignage par exemple, mais aussi une numérisation, dans le cas notamment de documents audiovisuels ou de supports papier qui sont dégradés. Les numériser permet de les rediffuser et de leur donner, ou alors de rajouter une couche de sens. On a parlé du coup aussi du document archive, document objet. Est-ce que c'est souhaitable pour les musées de traiter certains ensembles comme le font les archives ? Est-ce que ça permet quand même de documenter de gérer pragmatiquement, ou alors ça crée des zones un peu d'ombre. Le cycle de vie des objets ethnographiques, ça c'était important. On a des objets qui ont vécu différentes vies, qui ont été adaptés, qui ont été rénovés, qui ont été rafistolés, et finalement les faire entrer dans le cadre de l'inventaire réglementaire, c'est en fait complètement couper ce cycle de vie, parce qu'aujourd'hui le cadre de restauration des objets musées de France, il est complètement à l'inverse. Et autant pour des objets d'ethnographie, il y a une question de sens de fond, mais aussi de pragmatisme, faire intervenir 4 restaurateurs sur un objet composite. Et il y a eu une idée de se dire, on peut aussi s'inspirer, par exemple, de l'art contemporain, des œuvres à protocole qui font partie des collections. Donc, il ne faut pas s'interdire un peu de créativité. On a parlé dans la question des usages, la question notamment des refus. Comment avoir déjà une stratégie de refus, savoir pourquoi on dit oui, pourquoi on dit non. On sait souvent pourquoi on dit oui, on sait un peu moins pourquoi on dit non. Être clair, être transparent, oser dire qu'un musée refuse, transparent avec tous nos acteurs, parfois expliquer pourquoi c'est important de refuser, et donner sinon des options. Dans les différents statuts, par exemple, on peut vouloir acquérir beaucoup de matériel pédagogique parce que dans les activités, c'est des objets qui vont soit s'abîmer, soit peut-être même être confiés après aux gens qui ont fait l'atelier. Donc, c'est pas forcément refuser, c'est pas forcément ne plus acquérir, mais c'est acquérir dans le bon cadre. On a donc forcément abordé cette question de la décollection.
in fine, personne dans le groupe n'avait déclassé vraiment de collection. Donc, si quelqu'un a été au bout d'un déclassement, ça peut être quelque chose à ajouter. Une collègue a essayé de déclasser et s'est heurtée à un refus du contrôle scientifique et technique de l'État. Et ça, en fait, les partages d'expérience ont révélé qu'il y avait deux postures assez peut-être contradictoires. Autant maintenant, l'ensemble des commissions, des tutelles appellent à la modération pour les acquisitions, rappellent que tout n'a pas vocation à rentrer à l'inventaire réglementaire, mais dès lors qu'il s'agit de sortir des choses de l'inventaire réglementaire, on fait face à beaucoup plus d'hostilité. Et finalement, une question qui nous souciait aussi, c'est comment activer ce processus de décollection dont on a besoin sans créer en fait une ouverture de vanne énorme à des gens qui voudraient déjà beaucoup enlever le politique, l'économique, pourraient vouloir se séparer en masse. Donc comment activer sans ouvrir? En 5 secondes. Du coup, que faire? C'est le plus important. La collégialité, c'est ce qui est revenu. Par le partage proactif, vont faire vraiment des efforts et consacrer du temps à partager ce qu'on fait, à documenter ce qu'on fait. Graphethno, Charles a très bien placé Graphethno dans la discussion. Donc, un moyen de partager les collections et leur documentation, partager nos projets parce qu'on n'est pas toujours ni les meilleurs ni les seuls pour patrimonialiser certaines choses. On pourrait aussi imaginer des projets collectifs de décollection. Pour qu'ils aient plus de poids et qu'ils apparaissent construits, multiplier les échanges professionnels, mais aussi une ouverture internationale, et mener des actions de plaidoyer collectif pour faire évoluer les normes. Notamment donc par la transparence aussi, mais en essayant d'adapter la cohérence de nos institutions au projet de vie des collections finalement qu'on veut leur donner, assouplir les modalités de remise en liberté sans forcément les déclasser, les remettre dans les circuits de transmission des savoirs, les faire circuler entre les différentes structures, les transférer. L'évolution des normes de restauration, j'en ai parlé. Donc en conclusion, on sait aujourd'hui comment acquérir de manière responsable. Donc le challenge, c'est plutôt dans le traitement des collections existantes. Il y a des marges de manœuvre qui existent ou qui sont potentielles. Donc il faut en parler, y consacrer des moyens et proposer nos solutions plutôt que de subir celles qui adviendront si rien n'est fait. Je n'ai pas grand-chose à ajouter. Merci beaucoup. Alors maintenant, 5 minutes pour quelques questions sur cet atelier. Est-ce que quelqu'un dans l'Assemblée a déjà déclassé? Ah bah voilà, super, je pense qu'on peut commencer par ça. Alors, l'article a d'ailleurs été publié dans la revue de l'OCIM, donc vous pourrez le consulter. Cette excellente revue, hein, essentielle pour tous les professionnels, on le rappelle. Merci. Ouais, donc, alors, au Musée de Bretagne, on n'a pas eu de difficultés particulières à partir du moment où on avait énoncé cet enjeu du tri qui s'inscrivait et du possible déclassement à l'issue d'un chantier des collections. Et les choix, en fait, ont été faits. Alors, peut-être que c'était plus simple, entre guillemets, dans la mesure où les critères qui ont été activés, pour beaucoup, ont été celui de l'inscription indue. Avec notamment, je résume les documents qui ont pu être écartés. Il y avait des doublons, voire des triplons. Des documents qui avaient pu être écartés et qu'on a considéré plutôt comme du matériel pédagogique, mais qui n'avaient pas de valeur patrimoniale, des maquettes par exemple. Et puis des tirages, enfin ce qu'on pourrait appeler des tirages modernes par exemple, de négatifs qui n'étaient pas dans nos collections. Donc là, c'était... Voilà. Mais on a quand même rayé autour de plus de 50 000 documents. Oui. Voilà, donc on n'y est pas allé... alors sur une réserve, c'était sur le chantier des arts graphiques, sur une réserve qui comptait, quand on avait fait le dénombrement, plus de 260 000. Donc au final, on a dû garder 208 000 inscriptions à l'inventaire. Et en termes de procédure, donc on a d'abord fait valider la liste que nous avions arrêtée au sein du coup de notre instance collégiale sur les collections, une délibération de la collectivité et ensuite la présentation en commission scientifique régionale. Ça a été Merci. Une remarque ou une question? Merci, Lionel Marcus, conseiller musée. Qu'avez-vous fait des objets? Est-ce qu'ils ont été...
Je Alors, dirais rien à votre conseiller musée, hein, non, non, non. Alors, il y a des tirages qu'on a détruits, je dirais, et il y a des objets qui ont rejoint la documentation. Donc, c'est un changement de statut. Par contre, il y a des objets qu'on a détruits sur un autre chantier, qui étaient un peu comme les réserves du Creusot, là, ce qu'on a vu, un lieu de stockage plein d'amiante. Et donc là, effectivement, il y a eu aussi une sélection d'objets qui tombaient aussi pour partie en ruine et qui ont été détruits. Une autre marque, une autre question? Alors, je vais appeler Chloé et Cédric. Merci beaucoup. Je relance le chrono, hein. Ouais, moi aussi. Bonjour à toutes et tous. Nous, on avait nous avons la tâche de vous rapporter l'atelier 1, collection et liens avec le public. Je vais tout de suite au vif du sujet parce que j'ai pas eu le temps de préparer un PowerPoint pendant l'heure du déjeuner. La formulation du besoin, c'était celui-ci dans ce jeu de rôle qui nous était proposé. Comment créer de l'appétence à partir des collections pour reconstruire les liens avec les publics, tout en interrogeant la nature de ces liens avec les publics. Alors, tout le monde a pu constater que c'était, et je pense que vous en faites vous-même l'expérience en essayant de répéter cette question, elle est vaste. Néanmoins, on s'est lancé dans la réponse. J'y vais tout de suite. D'abord, peut-être une précaution. On parle de reconstruire, puisque là, il s'agit bien du musée de la vie bourguignonne. On a préféré plutôt le terme créer à reconstruire, parce que finalement, le musée a une scénographie, a eu une scénographie qui a été très impactante, très forte, et on préfère plutôt ce terme de créer à la reconstruire. La deuxième chose, c'est que ce qui nous a intéressés, il y a eu une enquête qui a été menée récemment auprès des publics. C'était moins les presque 40 000 visiteurs qui fréquentent ce musée que tous les autres, en vérité. À travers, quand on pose la question des autres visiteurs du musée, c'est comment on va finalement les chercher, ce qui est l'objet de toutes nos structures, tous nos musées, évidemment. C'est la base sans doute de la reformulation du problème auquel je vais tout de suite énoncer quelques solutions qui ont été formulées par le groupe. Finalement, ça pose la question du rôle du musée aujourd'hui, dans un moment, dans un contexte qui est complexe, compliqué, et d'autant plus si l'on parle de vie bourguignonne, il y avait une participante qui nous a dit être bourguignonne de souche, si j'ose dire, et que finalement elle ne se retrouvait pas totalement dans ce musée, et sans doute que des jeunes issus d'immigration ne s'y retrouvent pas non plus. En vérité, du coup, c'est un musée qui est un peu en déconnexion par rapport à ses publics. Or, c'est un lieu qui doit avoir de la cohérence, et probablement, c'est ce qui nous anime au quotidien, être un vecteur de la cohésion sociale. Faire du musée un objet, un lieu de citoyenneté. Finalement, si l'on voit les choses de manière négative, qui n'appuie pas sur la dislocation du corps social, et au contraire qui tente de le restituer. Alors pour ça, le groupe a pensé à plusieurs solutions. La première chose, tout simplement, je pense qu'on a tous fait cette expérience ce matin lors de la visite, c'est la question de l'incarnation des collections. Finalement, poursuivre l'intuition qui avait été celle de la scénographie, d'objets qui parlent. Ces objets bulles, en quelque sorte, d'une scénographie qui parle. L'intuition était bonne, mais elle apparaît aujourd'hui un peu déconnectée de son
entre le public et les objets. D'abord parce que finalement, elle ne mobilise pas des médias d'aujourd'hui, comme peuvent les utiliser d'autres musées, odorarium. C'est vrai que quand on rentre dans la boucherie, on a envie de sentir des odeurs de viande, ou chez le coiffeur, etc. Ou pas. Mais en tout cas, l'incarnation, à l'heure où on parle beaucoup d'immersion technologique, on a tous fait l'expérience, et toute l'expérience ce matin, d'un musée à taille humaine qui parle parce que finalement, l'incarnation, c'est nous qui la faisons vivre. Il y a aussi sans doute mobiliser, ce qui n'est pas le cas, des archives photographiques, des témoignages, etc. Et donc, finalement, raconter la vie des habitants du territoire et pas les habitants des grands-parents de ce territoire. La deuxième chose, et c'est lié à ce que je viens de dire, c'est la poursuite de cette question. J'approche, Isabelle, des 5 minutes. C'est la relance de la collecte, ou comment on comprend le contemporain aujourd'hui. Il est évident que pour faire en sorte que ce musée fasse partie, ou contribue à la politique de cohésion sociale et d'un musée citoyen, il faut impliquer les habitants du territoire, il faut qu'ils se reconnaissent dans le musée d'aujourd'hui, et sans que leurs dons, il y a un grand nombre d'institutions, de structures qui évidemment ont testé ces idées de galerie des dons, etc. Mais il faut que ces objets continuent à être collectés par le musée, alors sans se lancer dans un inventaire des boutiques des années 50 à aujourd'hui, mais faire en sorte qu'on s'y retrouve. Le terme de musée miroir, je vous le livre, était un terme que je trouve assez joli. Bon, les mots valises ont leurs limites, mais en tout cas un musée qui parle, qui est lié à son territoire. Alors, il y a une piste qui a été lancée par une des participantes également, c'est que il ne s'agit pas non plus de stigmatiser le caractère passéiste des collections qui sont présentées ici, et voire même de considérer qu'il faille les sublimer pour certaines. Au fond, ce qu'on a vu dans les collections ce matin, c'est tout ce qu'on nous sert à longueur de temps sur des objets consignes, des objets réemployés, à réemployer. Finalement, quand on passe dans les collections, dans les galeries de ce musée, on se dit, mais finalement, c'est bien aussi de pouvoir utiliser ou réutiliser de la vaisselle, des objets, et que finalement, le passé peut inspirer le futur, ou autrement dit, que finalement les questions d'éco-responsabilité et de sensibilisation à la chose écologique peut aussi se transmettre par des objets du passé. Donc c'était le deuxième point. Et puis le troisième point, c'est, j'ai appelé ça dans la synthèse, et puis je passe tout de suite la parole à Chloé, le jeu du décalage. Le jeu du décalage, c'est considérer que finalement, le musée, dans sa scénographie, il nous parle en tant que professionnels de musée, parce qu'on y voit les dioramas, parce qu'on est sensible à cela. Il faut considérer qu'on est un public particulier quand même. C'est certain. Et qu'on ne peut pas regarder nos musées avec nos seules lunettes. Mais finalement, il faut aussi jouer de ce décor. Ce matin, on a traversé un décor, et il y a une forme d'efficacité du décor, non seulement dans l'immersion qu'il procure, mais dans le jeu qu'il peut tout de suite créer avec le passé. Autrement dit, ne pas regarder cette scénographie comme une faiblesse, ou cette collection comme une faiblesse, mais peut-être plutôt comme un atout, en fait. Voilà. Alors, on voulait conclure avec Chloé, parce que c'était aussi l'enjeu de ce travail collectif, de ce jeu de rôle, pour qu'elle vous parle en conclusion de ce que ça a apporté aux participants de ce travail collectif. Je vous cède tout de suite la parole. Bonjour. Donc, en conclusion, nous avons remarqué que les participants ont eu un certain intérêt pour cet atelier d'intelligence collective, et en bonne intelligence.
Ce qui a émergé de cet atelier, c'est en premier qu'on pouvait accepter de ne pas toujours savoir, qu'on pouvait faire son autocritique, recevoir les critiques sans que ça soit pris personnellement. Ensuite, il a été souligné un besoin de vision globale et le fait qu'on ait pu poser une question à partir d'un cas réel et pratique a été vraiment apprécié. Pour les structures, les institutions, certaines personnes souhaiteraient réinterroger leurs pratiques, ou en tout cas certaines pratiques, en faisant davantage le lien avec les jeunes et en écoutant les publics. En toute dernière conclusion, l'idée est de désacraliser le lieu en l'incarnant autrement. Merci. Merci. Une performance, 10 minutes pile. Merci beaucoup Cédric et Chloé. Une remarque dans le public, est-ce que quelqu'un aurait un exemple de décalage ou de décor ou de muséographie réexploitée en miroir, pour reprendre les propos de Cédric? Oui. Bon, Céline mieux que moi, mais je vais parler en notre nom à tous les deux, à toutes les deux. Au Muséum Arlatin, il y a eu une rénovation de ce musée qui est aussi un musée de folklore fondé à peu près à la même époque, un petit peu avant, le musée de la vie bourguignonne. Et le choix a été fait lors de la rénovation qui a eu lieu il y a moins de 10 ans, de garder ces présentations anciennes, garder les dioramas 19e, et puis les présentations successives, les muséographies successives de ce lieu qui s'était donc succédé jusqu'en 2009, et de proposer aux visiteurs de faire un voyage dans le temps. Donc aujourd'hui, on a un parcours permanent qui commence au rez-de-chaussée au 19e siècle et qui se finit au 2e étage au 20e siècle. Et il y a une espèce de muséographie du musée, hein. Le musée est un musée du musée, et c'est quelque chose qui est explicité dans les textes généraux du parcours permanent. Donc il y a une espèce de double parcours. Soit le visiteur vraiment lit les textes et capte ce musée du musée, ces muséographies successives, soit simplement il se délecte des présentations anciennes qu'il avait l'habitude ou non de voir et de retrouver. Voilà, c'est une proposition. Si je peux rajouter, ce qu'il y a d'intéressant dans ce musée du musée, c'est qu'en fait, on a pu observer le public après l'ouverture. Et au final, il y a ceux qui franchissent le pas du métadiscours pour être sur le musée de la muséographie. Mais même, on n'a pas voulu imposer de parcours, mais même quand on ne lit pas et on ne regarde pas les choses qui concernent l'histoire de l'évolution de la muséographie, et c'est assez intéressant parce que beaucoup font le choix d'être complètement immergés dans l'histoire des objets et le musée d'ethno et les thèmes du musée d'ethno. Ils disent « Ah, c'est super chouette parce que entre chaque partie, c'est pas la même lumière, c'est pas les mêmes couleurs, ça nous réveille et tout ça. » Donc, c'est assez intéressant de voir qu'il y a une perception de ces changements, même si on ne cherche pas à s'y intéresser. Voilà. Merci. Pas d'autres remarques? Quelqu'un d'autre qui a muséographié sa muséo? Non? C'est le thème de l'atelier d'après. Très bien. Alors, enchaînons. Merci beaucoup. Céline et Mathilde. Mathilde arrive. Alors,
Oui. Alors, moi, j'ai pas pris de notes, donc du coup, on a pris des notes. Pour ceux qui sont au premier rang, vous pouvez voir notre magnifique paperboard. On était en mode low-tech. Donc, pour ceux qui sont les plus près, vous pouvez voir. Et donc, je vais commencer par le challenge ou le questionnement qui nous a été posé par l'équipe du Musée de la vie bourguignonne. Donc, je l'énonce pour que tout le monde l'ait bien en tête. Comment réussir à utiliser une muséographie passéiste, presque objet patrimonial, comme un objet innovant de valorisation et d'attractivité pour tous les publics, favorisant le rayonnement du musée sur le territoire. Nous avons 40 minutes. Voilà. Donc, nous nous sommes mis en ordre de marche et nous avons eu des idées, alors pas vraiment révolutionnaires, mais plutôt de bon sens, grâce à la participation de toutes les équipes. Ça va rebondir avec, je pense, les 2 précédentes présentations. Donc, on a d'abord commencé par, voilà, un peu, suite à la visite libre du musée, nos échanges, puisque du coup, dans ce groupe, mais ça devait être le cas des autres groupes également, on avait des collègues qui avaient des expériences variées et on était un peu représentatifs des 4 coins de la France plus la Suisse. Donc, on a noté les contraintes. Alors, on a déjà noté, mais ça va être ensuite, on a fait quelques recommandations à la ville de Dijon, je plaisante. Donc, on avait peu d'argent, on n'a ni quasiment pas. Ensuite, on a noté dans les points plutôt problématiques, il y avait également des textes que certains ont trouvé datés, voire à certains endroits misogynes. On a un vrai sujet sur la perception du temps. Un peu cette idée d'un musée où on ne sait pas trop à quelle période on se trouve. J'arrive même plus à me relire. Alors, des constats aussi sur finalement la visite et des appréhensions assez diverses, notamment un sentiment parfois un peu d'angoisse et de peur par rapport à la visite. Notre section, c'était les âges de la vie, donc avec les mannequins en cire et le peu de lumière avec un petit côté frix qui a voilà, qui a interrogé certains. Et voilà, le manque de témoignages ou d'interactivité. Dans les atouts, voilà, de manière générale, et puis ça nous a été présenté dans l'introduction, cette étude des publics qui a montré que les publics qui visitent le musée de la vie bourguignonne sont attachés à ce musée et à cette présentation des dioramas, donc sa bonne perception. Nous, on en a rajouté entre guillemets une petite couche avec le fait que on avait une vraie proximité avec les objets et ça, c'était vraiment chouette. Et le côté émotionnel et immersif, voilà, qu'on a trouvé vraiment un atout à utiliser pour l'avenir. Dans la liste du coup de des propositions diverses, et ensuite on vous présentera comment on imaginait possiblement les organiser. Alors, on avait mis quelques points de vigilance. La commande, en fait, que vous nous aviez faite était quand même très, très large. Et il nous semblait important de positionner un sens, un cadre, notamment d'un point de vue de l'angle des publics. Ça nous paraissait compliqué, avec peu d'argent, de vous proposer des améliorations pour tous les publics. Donc, il nous fallait soit une commande plus cadrée, soit quand même un peu plus d'argent. Voilà. Donc, la proposition aussi, voilà, dans la liste des propositions qui sont très larges, on avait la question de l'adresse aux visiteurs, la promesse. Quel questionnement propose-t-on aux visiteurs? Donc là, on a pas mal échangé entre les traditions muséographiques suisses et françaises, qui sont parfois différentes, et notamment relevé l'intérêt de l'approche suisse, alors qu'on trouve parfois aussi en France, mais qui est non pas toujours d'apporter des réponses, mais aussi de poser des questions pour permettre aux visiteurs d'avoir son propre cheminement, sa propre vision. Est arrivé au gré de la conversation le changement du nom du musée, la relation au territoire, qu'on ne trouvait pas suffisamment peut-être posée. Et l'élément du coup le plus important sur lequel il y a eu un consensus assez vite qui s'est dégagé, c'est le fait d'assumer cette dimension immersive, mais du coup vraiment de l'assumer et en introduisant, et ça nous semble sans doute possible même dans le cadre d'un plan d'investissement raisonné, de jouer avec des décalages, d'autres regards, d'autres niveaux de discours.
On aurait aussi trouvé intéressant, peut-être pour aiguiller le plan qu'on imaginerait, renforcer l'analyse des publics, notamment en consultant des personnes qui ne viennent pas au musée, parce qu'on a cru comprendre quand même que l'étude des publics, elle avait uniquement porté sur ceux qui étaient venus, et de voir peut-être ceux qui ne viennent pas, pourquoi ils ne viennent pas, qu'est-ce qu'ils en attendraient. Qui permettrait de peut-être d'angler mieux vos choix. Voilà, donc en gros, nos trois angles d'approche seraient celles de la mise à distance des collections, puisque l'enjeu, c'était celui de la reconceptualisation. Donc avec cet angle, soit hier, aujourd'hui, soit l'angle aussi de l'interculturel. Ça a été dit dans les présentations précédentes, mais c'est vrai qu'on est essentiellement sur mi-19e, mi-20e, avec une vision très ethnocentrée. Les âges de la vie, ça parle essentiellement à des communautés qui ont une culture judéo-chrétienne. Et puis, des angles plus thématiques, soit sur le mariage, l'adolescence, ont pu être évoqués. On revient sur la question des témoignages qui est vraiment revenue à de nombreuses reprises, la question de l'incarnation, et puis la question de la contribution, pour introduire là aussi des dispositifs dans le parcours d'exposition utilisables par les publics. Et donc, pour terminer, notre plan. Alors, on va arriver à l'ouvrir. Donc, alors nous, on a été un peu plus concret que les collègues. On est désolé si ce n'était pas le cadre de la commande. Mais donc, nous vous proposons de démonter une section et d'introduire donc un volet d'expérimentation. Puisqu'on a bien entendu qu'il y avait quand même des collections textiles qui étaient en souffrance et que vous aviez besoin peut-être de les préserver. Donc un espace pourrait être éventuellement le test où vous pourriez prototyper, mettre en œuvre des actions sur ces nouveaux thèmes, reliés peut-être aussi à un projet qui peut être bien dimensionné de collecte ou d'acquisition sur des témoignages et qui peut relier à cet enjeu de qu'est-ce que ça veut dire vivre. Alors on a dit vivre en Bourgogne aujourd'hui, c'est peut-être pas la bonne terminologie, mais cette idée aussi de qu'est-ce qu'un musée de territoire et qu'est-ce qu'il raconte aux populations qui habitent aujourd'hui sur ce territoire. La deuxième proposition qui nous semblait être aussi faisable sans trop d'argent, c'était d'élaguer dans les niveaux de texte parce qu'il y a eu une stratification avec beaucoup de textes. Alors, on a trouvé quand même qu'il y a en termes d'innovation, il y a beaucoup de choses qui sont hyper intéressantes, mais c'est peut-être cette stratification qui donne de la complexité. Par exemple, là aussi, on était on était un groupe diversifié, donc on avait aussi des avis différents. Les textes, la création plastique des années 80, qui signent quand même cette muséographie. Certains l'ont trouvé toujours très poétique, plutôt très chouette, avec un mode d'adresse qui relève plus de l'oralité, quand bien même elle pose vraiment des problématiques d'accessibilité, de lecture. Certains ont trouvé aussi très intéressant les sortes de BD, je ne sais pas comment on pourrait les appeler, des dessins, et qui pourraient être là aussi peut-être soit actualisés. Enfin, on trouvait que l'adresse famille, là, pour le coup, était également pertinente. Mais qu'il y en avait peut-être trop. Et que du coup, il pourrait y avoir là aussi un allègement qui nous semblait faisable. Et du coup, là aussi, un consensus pour proposer peut-être des adresses sous forme d'événementiel. Donc là aussi, sur des événements type Nuit des musées. On avait en tête plusieurs exemples qui ont pu être testés chez certains de nos collègues, qui sont d'ailleurs dans la salle. Alors aujourd'hui, c'est Marie Potcher qui est au musée alsacien, mais Elisabeth Schimmels l'avait déjà testé, je crois, avec des soirées Halloween, des escape games, Ah, c'était pas Halloween. Bon, un événement alsacien avec une... Ah, film fantastique. Où on se fait peur. Voilà, mais c'était ça. Tout à fait. Alors, on était aussi dans cette approche-là, bien sûr.
Et nous proposerions aussi, voilà, par des invitations finalement en renouant avec l'esprit qu'avait développé Madeleine Blondel avec l'invitation à la plasticienne sur les textes écrits, d'autres regards sur ces collections, voilà, dans le cadre de projets voilà, plutôt type EAC, adopter son patrimoine, qui permettraient de décentrer le regard, soit en mettant à distance critique finalement cette image de la Bourgogne qui est quand même largement construite, ou soit en travaillant, c'était un peu deux pistes, plutôt le lien, l'adresse au contemporain. Voilà, je ne sais pas si Mathilde a d'autres éléments à rajouter. Voilà, ben merci à vous. Parfait. Merci. Est-ce que parmi vous, il y en a qui ont fait des enquêtes sur leur nom public et qui ont ensuite changé quelque chose dans le parcours pour faire écho aux remarques de l'atelier? Personne n'a fait d'études sur ces noms publics? Voilà, merci. Alors, peut-être pas forcément une étude telle qu'on peut l'imaginer en bonne et due forme, mais en tout cas des sondages. On avait profité il y a quelques années de la présence de services civiques au musée alsacien, je n'ai pas précisé avant. Effectivement, quand les personnes, voilà, de dire voilà, quelles étaient les raisons. Donc en fait, ça a été plutôt un recueil de verbatim d'une soixantaine, en fait, suite à une soixantaine de courts entretiens. Et effectivement, un des éléments qui ressortait, alors c'était assez intéressant. On a eu une partie des personnes qui nous disaient voilà, non, moi j'y vais pas, parce que moi je suis d'ici et c'est pour les touristes. Donc, et à l'inverse, les personnes qui disent non, moi je suis pas d'ici et c'est que pour les Alsaciens. Donc c'était assez intéressant. Voilà, et donc du coup, une des pistes qu'on va mettre en œuvre maintenant dans les mois à venir, c'est évidemment de travailler sur la question de l'interculturalité et de la diversité culturelle du territoire contemporain, évidemment, mais également de montrer la dimension finalement universelle et anthropologique de nos collections. Voilà, finalement, parler de la manière dont on s'habille, de ce qu'on mange, de la manière dont on vit, finalement, il n'y a rien de plus universel. Merci. Pour le musée au Mix 2014 qu'on avait fait avec le musée de l'Art Atlantique, on avait fait une émission de radio avec des noms publics, plein de bonnes intentions. On était parti la fleur au fusil. D'abord, il a fallu motiver des noms publics à venir pour les musées, parce que par essence, ils vous... voilà. Et en fait, enfin moi, cette émission a été un événement fondateur dans ma vie professionnelle, parce que donc on essayait de comprendre pourquoi et tout ça. Et il y avait une mère de famille qui nous disait qu'elle, le samedi, c'était plus aller faire les vitrines et tout ça. Et elle a attrapé le mot vitrine et elle me dit, mais qui es-tu pour me dire que que tes vitrines valent mieux que les miennes? Et voilà, ça m'a beaucoup bouleversée en fait. Est-ce que on a vocation à faire venir tout le monde là comme ça maintenant, qui on est pour voilà. On est là pour construire des ponts, mais qui on est pour dire que tout le monde a vocation à être chez nous demain et que c'est fondamental à leur vie. Oui, bonjour. Donc nous, à Clermont-Ferrand, dans le cadre justement de la rédaction, en tout cas de la mise en place du PSC, un travail aussi sur les noms publics. Pour nous, l'idée en tout cas d'un public qui ne rentre pas au musée, mais qui le pratique par l'extérieur. C'est-à-dire de s'interroger, parce qu'on dit non public parce qu'il ne passe pas le seuil, mais quelque part, il y a un repère en fait dans l'urbain, il y a un repère, on a des amoureux qui viennent à certains endroits. Donc en fait, il y a eu un travail fait avec une association qui s'appelle le Paris des mutations urbaines, et qui a le PMU, qui a travaillé, voilà, parce que nous, on ne se sentait pas forcément dans la possibilité et l'objectivité en tout cas du travail. Et voilà, donc ça a été en tout cas un retour intéressant à la fois sur la perception en tout cas du musée bâtiment, l'idée effectivement comment il se place sur un parcours, et après il y a eu des questions de poser, alors
ils sont allés sur les marchés, il y avait une proximité géographique quand même de l'établissement, et savoir effectivement, voilà, si des questions en disant si vous étiez d'un seul coup voilà, directeur ou à la tête de ce musée, qu'est-ce que vous feriez? Et il y a eu des choses effectivement assez intéressantes de réappropriation. Voilà, en parlant de lieux de rendez-vous, justement, qui était plutôt sur l'utilisation de l'espace, plutôt que voilà, l'approche en tout cas des objets, mais de façon un peu détournée. Voilà. Donc l'idée d'un non public, mais qui est quand même un public dans l'utilisation spatiale du bâtiment. Très bien. Encore. Oui, non, nous, c'est un peu différent parce que c'est le musée Lugdunum, donc c'est le musée gallo-romain de Lyon, donc c'est pas un musée avec des collections ethnographiques, mais nous, en fait, on a le site archéologique et comme le musée est un peu dissimulé sous la colline, on a fait des études sur le site archéologique, les gens qui viennent sur le site. On a 700 000 visiteurs sur le site contre 160 000 visiteurs dans le musée. Donc pour nous, il y a un gros enjeu à ce que les visiteurs sur le site puissent connaître le musée et le fréquenter. Et donc on a été interviewé et fait des études de public sur le site et on s'est rendu compte que justement, par exemple, le nouveau nom Lugdunum qui remplace le nom qu'on avait avant de musée gallo-romain de Fourvière, en fait, était encore peu connu des gens et pas forcément identifié non plus à la période romaine. En fait, les gens savent pas forcément ce que ça veut dire Lugdunum. Voilà, donc après aussi sur la fréquentation où on est un peu hors de la ville, sur la colline de Fourvière. Donc là aussi, il y a l'idée que c'est plutôt un lieu pour les touristes et où du coup on monte pas forcément souvent. On monte en fait quand on a des amis qui sont en visite à Lyon, mais après on n'y revient pas forcément. Donc ça nous a aidé à voir certains enjeux en lien avec notre positionnement dans la ville. Voilà, et puis aussi c'était un moyen un peu de prendre le pouls des représentations sur la ville antique à Lyon, sur l'Antiquité en elle-même. Donc c'est à la fois mené par notre collègue Gauthier Cusset qui est à l'Observatoire des publics au sein du musée, et on avait travaillé aussi avec des étudiants en sciences politiques qui ont donc mené ces entretiens. Et d'ailleurs, c'était pas que sur le site archéologique, je crois, il y avait aussi une partie en centre-ville qui avait été faite. Et nous, pour nous, c'est très très riche parce que c'est vrai que quand on a les études au sein des musées, c'est souvent biaisé parce que du coup, c'est des publics qui ont fait l'effort de venir voir nos expositions. Et là, ça nous a amené, donc nous, on est plutôt au service exposition, ça nous aide aussi à voir un petit peu les présupposés, les clichés qui existent sur la période. Voilà. Donc nous, pour les expos, c'est des choses qui nous sont très utiles et on essaie de réaliser ce genre d'études aussi en amont d'un projet d'exposition. Parce qu'on a beaucoup de représentations sur le public, sur ce qu'on pense que le public pense d'un sujet, et du coup ça nous permet aussi de prendre le pouls. Voilà. Ouais, moi c'était juste pour faire mon prof chiant en faisant un petit pas de côté. Mais comme on est à Dijon en plus, je me disais tiens, c'est peut-être intéressant de rappeler la notion de non public au départ, comment elle était utilisée par Francis Janson, qui était directeur de la Maison de la Culture de Chalon-sur-Saône. En fait, Francis Janson, quand il utilise cette notion de non public, on a complètement oublié, mais elle n'est pas du tout, elle ne veut pas dire les gens qui ne viennent pas dans l'institution. Elle veut dire ceux à qui ça ne provoque aucune émancipation. Et donc, en fait, il l'utilise pour le théâtre. Il dit un spectateur de théâtre qui vient et qui ressort, et finalement, il a été là, mais comme il aurait pu faire un bon repas ou faire une sieste, et à qui ça n'a produit suscité aucune émancipation intellectuelle, aucun travail d'esprit critique, etc. C'est un non-public. Donc ça veut dire que peut-être dans nos visiteurs de musée, il y a plein de non-publics aussi. Une expérience marseillaise, notre musée étant dans un centre commercial, on a réalisé une enquête avec un laboratoire de sociologie, la Aix, sur la perception du musée par ceux qui fréquentent le centre commercial. Les résultats ne sont pas encore complètement consolidés, mais il est intéressant de voir déjà les problèmes énormes de représentation
quand on pose la question sur le musée, déjà la réponse est de quoi parlez-vous? On ne savait pas qu'il y avait un musée dans ce centre commercial. Donc il y a déjà un travail comment dire, de priorisation et qui va vraiment nous faire retomber de notre chaise, je pense, assez vite. Mais en tout cas, très intéressant dans un contexte unique en France et au-delà. Je rappelle que le centre commercial est fréquenté par 5 millions de visiteurs chaque année. C'est à peu près la fréquentation du musée d'histoire, hein, vous avez compris. Donc voilà, résultat à suivre, mais je les partagerai de toute façon, d'une façon ou d'une autre. Merci Céline, merci Mathilde. Donc j'appelle maintenant Fabrice, Ludivine et Thaïs. Donc pour l'atelier numéro 4, collection et grands enjeux contemporains. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, effectivement, nous avons interrogé la question des enjeux contemporains et la manière dont on peut soumettre le musée de la vie bourguignonne à une spéculation sur ce qu'il lui manque peut-être à ce musée pour peut-être davantage causer aux contemporains que nous sommes. Alors, la restitution va se faire en 3 temps. Tout d'abord, on va vous restituer un peu comment dire, une approche critique de notre expérience de visite, sachant qu'il y a déjà pas mal de choses qui ont été dites avant nous, pour nous centrer sur peut-être quelques enjeux fondamentaux et ensuite quelques préconisations. Alors, l'expérience de visite qui a été la nôtre est d'abord un problème autour d'enjeux de genre et d'inclusivité. Ça a été évoqué. Il y a des espaces qui dérangent, clairement. La galerie des grands hommes est un espace qui est problématique. L'invisibilité complète des femmes et des enfants dans le parcours est aussi quelque chose qui aujourd'hui heurte un peu les sensibilités. Le rapport au vivant, vous avez peut-être repéré la fourrure du gorille, hein, le fameux gorille de Dijon, et qui était amateur de moutarde. Et donc, c'est un problème d'enjeu de genre. Également des enjeux économiques qui manquent aujourd'hui, certes la moutarde, mais aujourd'hui, quid, hein, on sait très bien que les Dijonnais se sont privés les premiers de moutarde lorsque la guerre a éclaté en Ukraine, c'est vrai, il y a eu des rationnements particuliers, ça nous a été expliqué par des habitants de la ville de Dijon. Et donc ce sujet, on le voit bien, c'est un sujet de société, avec la moutarde qui a été un peu le révélateur de ces questions de pénurie d'une économie mondialisée. Il y a aussi des enjeux avec l'économie coloniale hein, qui figurent dans cette boutique, bien entendu. Et donc, ces questions d'enjeux économiques sont là. Les questions du commerce de proximité aussi pourraient être abordées dans cette rue qui paraît bien vaillante dans son époque un peu incertaine. Qu'en est-il aujourd'hui de la vitalité du commerce dijonnais? On pourrait aussi imaginer une entrée par là. Il y a également des enjeux patrimoniaux, puisque on voit bien qu'il y a un grand trou là, dans la politique d'acquisition, et il y a des thèmes absents. Où est le vin? Alors, il a peut-être été bu par l'équipe de la conservation, mais le fait est qu'il n'est pas présent dans les vitrines, et ça, ce n'est pas possible. Où sont les musiques électroniques? Dijon est un haut lieu de la musique électronique. On s'attendrait peut-être, quitte à avoir un grand trou dans la raquette, peut-être s'autoriser des introductions hyper contemporaines de sujets pour simplement rappeler, oui, qu'on est bien là. Et puis, ce bâtiment, ce cloître, est aussi un écrin, mais qui en réalité n'est pas exploité. Il n'apporte aucune valeur ajoutée au parcours, alors que l'idée d'ouvrir ce musée au monde dans le lieu de la clôture. C'est une espèce de dispositif à la David Lynch. On rentre dans ce musée, on n'en sort jamais. Et donc ça, c'est aussi un enjeu qui peut être intéressant. Enfin, il y a des questions d'identité et de périmètre, ça a été dit tout à l'heure. Est-ce un musée de ville? Est-ce un musée du commerce dijonnais? Ou est-ce le musée de la
vie bourguignonne. On voit bien que le titre, mais ça a été dit avant nous, donc on partage ce constat. Donc du coup, pour rassembler nos questions, que nous raconte ce musée aujourd'hui? Comment faire venir des jeunes publics dans un musée comme celui-ci? Quels pourraient être les leviers à actionner pour parler à ces jeunes-là? Il y a cette idée de la rue qui est assez géniale, hein, ce dispositif de la rue qui est fort, mais qui mériterait d'être repensé comme la rue comme un espèce d'espace social et un lieu de sociabilité. En tout cas, ça peut être quelque chose qui participerait donc d'un travail d'humanisation de ce parcours, un musée qui pourrait être appréhendé avec une démarche archéologique et anthropologique, un peu comme un vieux truc que l'on regarde, et on apporte un dispositif de médiation sur cette chose-là, qui peut-être n'a pas forcément vocation à bouger tant que ça, mais qui mériterait des extensions de discours, de sorte qu'une réappropriation culturelle puisse se faire facilement. La question du sacré, par exemple, dans ce lieu, dans ce couvent, pourrait être évidemment un lieu intéressant, sans partir dans un délire d'intellectualisation ou d'essentialisation qui rendrait le musée peut-être un peu difficile à appréhender. En tout cas, l'enjeu de réaffirmer le rôle social des collections et pour ne surtout pas enfermer ce musée dans un quelconque discours chronologique qui serait sans doute une manière de le tuer définitivement. Donc renoncer à vraiment un parcours historique dans ce musée semble être une voie de sagesse. Du coup, les perspectives et concrètement, comment est-ce qu'on pourrait traduire ce qu'on dit là, à part la réintroduction du fameux gorille de Dijon, et le fait de ne pas faire rentrer un bulldozer dans ce musée pour tout casser et refaire quelque chose de neuf avec des écrans partout. Il y a un enjeu de médiation, forcément. Il y a déjà des médiations qui existent sans doute, des médiations orales qui permettent de venir humaniser, réenchanter un peu le discours de ce musée. Donc il y a sans doute un travail à faire avec une équipe de médiation physique, en chair et en os, avec des visites thématiques permettant de rendre visible cet invisible, hein, il y a vraiment cette notion d'iceberg. Peut-être une médiation événementielle. Le lieu se prêterait bien à des escape games, par exemple, c'est vrai. Et peut-être quelques petits aménagements aussi. Alors, la médiation écrite, ça a été dit, donc il est vrai que cette stagiaire qui s'est emparée, à qui on a donné une carte blanche pour venir faire des choses incroyables, hein, c'est audacieux, et il faudrait sans doute avoir une audace un peu équivalente aujourd'hui, avec même, pourquoi pas, introduire dans le parcours quelques objets de désorientation, comme ça, qui seraient des objets très inattendus, mais qui pourraient être des points d'ancrage pour susciter le débat. Et puis peut-être quelques petits îlots low-tech qui coûtent pas très cher, mais qui quand même... On nous a dit que ce musée était sonore quand il a ouvert ses portes, il y a 40 ans, il y avait du son qui tournait dans ce musée. Aujourd'hui, le musée est totalement muet, donc ça pourrait être intéressant de, pourquoi pas, avoir, ci et là, quelques îlots de technologie, même pourquoi pas un peu low-tech. Ce musée, comment il se positionne par rapport aux autres musées de la région? C'est sûr qu'il y a aussi une réflexion sur la cartographie, par rapport au SIAP aussi, qu'il y a dans Dijon, comment ce musée se positionne. Il a été cité l'exemple des musées de la Roure, qui fonctionne une espèce de rhizome comme ça, d'un musée diffus sur le territoire, avec un parcours très, très éditorialisé, avec des musées qui fonctionnent comme des satellites. Et n'oublions pas, en termes de satellites, l'héritage de Mistral, effectivement, puisqu'on est déjà dans un satellite un peu ici du musée au Arlatin, à travers l'héritage mistralien. Donc c'est peut-être pas inintéressant de repenser cette question. Et puis dans un monastère qui lui-même est un lieu satellitaire, donc il y a peut-être une réflexion à avoir sur cette notion d'essaimage. On préconise enfin qu'une enquête soit basée sur l'expérience de visite qui a été la nôtre. On a vu qu'en quelques dizaines de minutes, on est arrivé collectivement à réfléchir. Et donc, peut-être que poursuivre des expériences de visite, inviter des communautés de jeunes, de moins jeunes, et pour vraiment leur donner un discours très libre sur le sujet, serait une façon d'humaniser aussi la relation à l'avenir du musée. Et avec aussi, pareil, en conclusion, une possibilité, alors qui est un peu, comment dire, un pavé dans la mare, mais plutôt l'idée de changer le nom du musée et de passer peut-être au musée des vies bourguignonnes. Et déjà, le simple fait de passer au pluriel
introduit symboliquement quelque chose qui tout de suite, qui change la donne, en fait, à condition que ce soit un peu accompagné. Et là-dessus, on a discuté, on a des exemples à Saint-Nazaire, à Quimper, au musée alsacien, qui étaient des collègues comme ça dans la salle, mais qui peut-être pourront prendre la parole après moi, qui ont été confrontés à ces questions de réhumanisation et de recontextualisation ou de décontextualisation des collections. Évidemment, le PNR du parc des Vosges aussi nous a parlé de cette relation particulière au territoire. Le musée de Clermont-Ferrand aussi, cette relation entre le dedans et le dehors. Et puis l'expérience de Rouen, très intéressante dans le cadre de la labellisation Ville et Pays d'Art et d'Histoire, qui a permis de repenser les choses. Voilà à peu près ce qu'on s'est dit. Peut-être que... Non. C'est bon. Ben voilà, on a terminé. Merci. 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 On n'avait pas dit, nous, dans le groupe 1, parce que du coup, ça faisait pas tout à fait partie de ce qu'on devait dire, mais puisque Fabrice et son équipe ont travaillé sur le sujet, c'est vrai que le musée de la vie bourguignonne, par rapport à la cité de la gastronomie, on produit en Bourgogne, mais on boit et on mange aussi. Du coup, on ne l'a pas trouvé dans ce musée. Alors, est-ce qu'il y a une partition très claire et c'est défini et vous vous êtes répartis les rôles, mais dans ce cas-là, il faut se renvoyer les visiteurs? Ou est-ce que le musée de la vie bourguignonne peut aussi investir cela? On avait aussi parlé, nous, du fait dans la médiation d'incarner avec le rôle des médiateurs. Et alors des médiateurs, peut-être qu'aujourd'hui ils sont encore que agents d'accueil, mais du coup est-ce qu'ils pourraient passer le gap et devenir médiateurs pour incarner et parler des objets, à défaut de pouvoir les toucher, puisque nous dans notre groupe certains voulaient toucher, donc c'était un débat. Et la dernière chose qu'on avait évoquée aussi dans la programmation de cette vie bourguignonne en Bourgogne, donc c'était moi la locale de l'étape. Du coup, est-ce que vous allez, par exemple, la Saint-Vincent tournante, est-ce que vous y êtes? Est-ce que vous allez parler aux gens? Est-ce que vous vous êtes présent sur place? Est-ce que vous collectez des objets ou au moins des archives? Est-ce que voilà, et ce n'est pas non plus que la viticulture, il y a aussi toute l'agriculture, il y a plein de choses à faire. Mais est-ce que vous allez dans la programmation des moments forts de la vie en Bourgogne? C'était notre question. Sur la médiation, alors on a 2 médiatrices, Marine et Camille, qui sont bien actives. Mais si je comprends, c'est sur de la médiation postée en salle. Mais elles sont, la médiation est existante. Et effectivement, il y a ce travail de réenchanter, faire vivre le musée, etc., qui est déjà très bien fait. Sur la Saint-Vincent tournante, le Saint-Vincent que vous avez vu dans la première salle une copie du Saint-Vincent sort tous les ans pour la Saint-Vincent tournante. La première année, c'est le Saint-Vincent d'Henri Vincenot qui est sorti. Et ensuite, les équipes du musée ont décidé de fournir une copie. Et il y a eu un travail de collecte, notamment des verres édités à l'occasion de la Saint-Vincent tournante. Mais il n'y a pas de présence effective du musée sur ces événements. Et sur la Saint-Vincent, pardon, non, c'est pour la Saint-Vincent de Dijon. Je me corrige, qui est un autre événement, mais parallèle dans le même genre. Et on a également une bannière qu'on a en dépôt qui sort à cette occasion, qui a été produite et qui est déposée au musée et qui a été produite au moment de la création de l'association des vignerons de Dijon, qui organise donc tous les ans la Saint-Vincent tournante. Pour ceux qui ne connaissent pas, peut-être parce qu'on parle de ça comme... Comment osez-vous ne pas connaître la Saint-Vincent tournante? C'est Saint-Vincent, patron des vignerons. Donc tous les ans, ça tourne de village en village, principalement dans la Côte d'Or. Et c'est des associations de vignerons qui se rencontrent en janvier. Et depuis 2014, il me semble, ou 2012, une Saint-Vincent à Dijon, voilà, qui est celle où on est présent pour le coup. Voilà. Alors Vicky, si je peux me permettre, bonjour. Je suis Camille, je suis médiatrice au musée de la vie bourguignonne, donc je me permets d'intervenir pour compléter. Déjà, petit détail, ce n'est pas du gorille, non, c'est du chimpanzé. C'est beaucoup mieux.
Et ensuite, effectivement, dans cette perspective, il aurait peut-être été intéressant que vous ayez le détail des programmations qui sont proposées et qui nous permettent aussi d'être sur des choses un peu plus actuelles avec différents formats qu'on propose. Alors, effectivement, on a de la médiation thématique sur les week-ends. On a également de la médiation postée. On propose pendant notamment les périodes d'été des créneaux avec de la médiation postée dans les salles parce que nos agents d'accueil et de surveillance sont très volontaires et peuvent être très engagés auprès des visiteurs, mais ce n'est pas leur métier. Enfin voilà, la médiation, c'est un métier à part entière, si je peux me permettre. Et ensuite, on a aussi des problématiques. Quand il était question de la musique électro à Dijon, le musée de la vie bourguignonne a accueilli alors une exposition qui n'était pas la nôtre, qui était celle montée par les archives de la ville de Dijon, mais effectivement, ces questions-là sont aussi abordées. Voilà, j'espère que j'ai pu compléter un petit peu et c'est important, c'est un chimpanzé. Merci beaucoup. Et peut-être juste pour compléter sur la critique sur l'absence du vin, je pense que en fait la complémentarité, il était avec le musée du vin de Beaune à l'époque et pas avec la cité de la gastronomie qui serait plutôt avec la cité du vin d'aujourd'hui qui s'éparpille. Mais du coup, c'était plutôt, je pense, cette complémentarité-là. Pardon, je me rends compte dans mes notes, j'ai oublié une préconisation aussi qui avait été faite, l'idée de créer un espace introductif. Alors c'est vrai qu'on est tout de suite face à la biographie de, je ne sais plus d'ailleurs qui est, du fondateur, enfin, merci. Et il est vrai qu'il manque un lieu qui permettrait justement de resituer le musée dans une carte thématique. Tout à fait, oui. Juste 15 secondes pour nourrir les échanges et vos inspirations, si vous ne connaissez pas, à Rotterdam, dans le Vereld Museum, qui est un musée sur l'Empire. En fait, c'est plutôt sur les colonies, cette collection-là. Il se trouve qu'il y a une partie qui s'appelle Super Street, qui est une mise en scène des magasins, mais en fait, qui ne raconte pas que les magasins, qui raconte la vie ensemble. Parce que vous rentrez aussi dans le salon d'une jeune fille qui a immigré, qui a suivi ses parents, etc. Vous avez à l'étage des trucs d'architectes, etc. Super Street, c'est une partie du parcours permanent du Vereld Museum à Rotterdam. Merci. Je pense qu'il nous faut enchaîner. Et du coup, j'appelle Xavier et Sarah, s'il vous plaît, pour l'atelier 5. L'atelier 5, un atelier d'actualité brûlant qui fera certainement écho à bien d'autres personnes, voire toute la salle, je pense. L'intitulé « Faire plus avec moins ». Merci. Bonjour, rebonjour à toutes et tous. Cet atelier, la thématique par rapport à tout ce qui vient d'être évoqué, on va s'éloigner, on sera moins dans des exemples concrets de choses, tel ou tel élément de la collection ou du parcours. On élargit la focale, puis je pense que l'atelier 6 ce sera encore plus large sur les questions de PSC. Mais donc, alors je proposerai à Sarah, et comme dans les ateliers précédents, et puis et aux participants de ce matin, de compléter si besoin. Je vais rappeler la manière dont Sarah a présenté, a introduit la thématique, ou la problématique. Et ce n'est pas exactement la phrase que vous aviez rédigée, mais donc on est dans une logique de co-développement, et donc la question, la demande, ou la commande, c'était: j'aimerais que le groupe s'appuie sur son expérience personnelle pour aider le musée de la vie bourguignonne à répondre à la question comment un musée à vocation scientifique peut se réinventer et affirmer son identité dans un contexte à la fois de mutualisation et de coût budgétaire. Et j'ai entendu le chiffre ville de Dijon pour la direction des musées, je crois que c'est moins 14%. Je ne sais pas si la directrice qui prendra la parole tout à l'heure confirmera, mais voilà, c'est un chiffre qui est quand même relativement important. Et voilà le contexte. Les échanges ont été très riches en mode cercle des musées anonymes.
avec une dimension, un enjeu thérapeutique qui n'était pas tout à fait... parce que dans le dernier cercle, il y a eu quand même des choses assez intéressantes qui se sont dites, mais dont je ne peux pas, parce que anonyme, je dois respecter l'anonymat des positions. Donc, mais en fait, les échanges qui se sont déroulés peuvent se résumer selon deux orientations qui ne sont pas exclusives l'une de l'autre, qui sont plutôt complémentaires et qui sont liées par une... En fait, finalement, l'enjeu, le sujet, c'est lié à une question vraiment de positionnement, de posture, qu'on pourrait résumer à éviter la position de Calimero. C'est-à-dire, dans deux orientations qui seraient d'essayer de jouer la distinction, la singularité avec ses propres atouts, premièrement. Et puis deuxièmement, comment on peut construire une nouvelle ou une autre mutualisation pour en faire une force, au service du projet et des publics du musée. Alors jouer la distinction, jouer la carte de la singularité avec ses propres atouts. Là, ça paraît très structuré et hyper dialectique ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, mais en fait, là, je vais être un peu dans le vrac du verbatim, sans être exhaustif. Donc sur la question de la distinction de la singularité, il y a la question de montrer son identité, peut-être de bien travailler sur la communication interne, d'essayer de clarifier qui on est, mais déjà peut-être dans une logique interne liée aux collègues des équipes elles-mêmes, mais aussi des autres, des collègues de l'ensemble de la direction, mais peut-être au niveau des partenaires, au niveau de la direction des affaires culturelles, en tout cas clarifier. Et puis ça peut se traduire aussi en communication interne, ça je ne sais pas quels sont les projets, mais par une identification qui conserve au musée de la vie bourguignonne son identité comme celle des autres musées qui composent la direction mutualisée, qui peut se traduire graphiquement, par un logo, quelque chose comme ça. Et vraiment s'appuyer sur, ça a été dit hier, sur un des atouts des musées de société, c'est finalement, on peut les voir aussi comme des institutions qui sont peut-être moins intimidantes pour les habitants, compte tenu des sujets qu'elles traitent. Et donc, ce qui a été, alors toujours sur cet aspect de singularité, deux éléments. D'abord, comment faire plus et mieux avec les autres, en se demandant vraiment sur tel ou tel sujet qui sait faire, qui d'autres que les équipes du musée peuvent faire, qui possèdent la connaissance que je n'ai pas, jouer avec ce qui manque, jouer avec la jambe manquante, ça a été exprimé comme ça, aller chercher des habitants, des partenaires, des entreprises, s'associer, inventer des élargissements, et notamment avec le monde scientifique, développer les relations avec les chercheurs, savoir communiquer sur ce qui fait vraiment la spécificité des collections, des métiers liés à ce type de collection. Et puis, peut-être aussi arriver à faire événement avec le travail scientifique sur ces collections, pas simplement tout miser sur la question de l'exposition temporaire. Et toujours dans ce même esprit, peut-être focaliser, ça rejoint des propositions qui ont été faites dans les ateliers précédents, choisir, je pense à la proposition de supprimer une partie, enfin de la remplacer par quelque chose d'expérimental, en tout cas choisir des projets, quelques projets, à l'apport toujours dans cette optique qu'on a moins de moyens, donc à la mesure des ressources disponibles, de ce qui reste de ressources disponibles, pour que ces projets soient impactants, soient rendus visibles, notamment auprès bien sûr des publics, des habitants, mais aussi de la tutelle ou des autres institutions. Travailler avec les autres en médiation aussi, avec des enseignants, des structures, mais dans cette perspective partenariale de réciprocité, en misant aussi sur ce que peuvent apporter les autres sur la médiation. Je n'insiste pas plus sur les autres exemples qu'on a pu se donner. S'appuyer sur les réseaux professionnels. Je pense que la présence de la FEMS et des rencontres professionnelles montre aussi que quand on est dans ce contexte-là, s'appuyer sur les solidarités professionnelles et les regards des autres, c'est exactement ce qu'on est en train de faire. Je pense que ça illustre parfaitement, c'est une modalité de faire mieux et plus avec les autres. Et puis, toujours dans cette même idée, dans cette même orientation, un axe assez important, c'est finalement d'arriver à assumer et de faire des choix pour tenir compte. Alors là, on est vraiment dans la problématique des coupes budgétaires. Et là, c'est quelque chose qui n'est pas forcément propre au musée de la vie bourguignonne, mais cette idée que face à la contrainte économique qu'on subit, justement, essayer de
de faire en sorte de ne pas trop la subir, d'anticiper, en s'appuyant sur l'identité du lieu, peut-être se former un peu plus sur la question de la conduite du changement pour gérer la conduite de ce changement, s'il faut opérer des choix un peu forts qui consisteraient à faire moins, à ralentir, d'être un slow musée. On a évoqué des exemples de réduction d'horaire d'ouverture et de faire en sorte que ces décisions-là ne soient pas juste des punitions, enfin des choses qu'on subit parce qu'on ne pourrait pas faire autrement, mais qui soient le moyen à la fois de faire des projets qualitatifs sur le long terme, mais aussi, et c'est quelque chose de très important qui a été souligné à plusieurs reprises, de prendre soin des équipes. Ne pas épuiser les équipes, faire des projets à la mesure de ses capacités pour pouvoir tenir sur le long terme et être attentif à la qualité et au bien-être au travail. On a évoqué, je ne vais pas développer, ça fait l'objet d'une discussion assez intéressante sur la question de la place des bénévoles. Alors, renforcer des moyens, mais en étant attentif à la difficulté de cette direction, qui n'est pas toujours évidente et acceptée par tous. Et puis les perspectives d'aller chercher de l'argent ailleurs, le mécénat, l'allocation d'espace, dans une perspective qui peut être aussi un peu différente, enfin qui ne soit pas strictement mercantile, mais qui peut aussi se faire avec des entreprises qui portent un projet auprès de leurs salariés, qui peut être compatible, enfin rejoindre les valeurs portées par le musée lui-même. Donc un projet de médiation, par exemple, des salariés de l'entreprise qui peuvent apporter de l'argent de l'entreprise, mais qui rejoignent aussi les objectifs de l'entreprise en termes de responsabilité sociale et environnementale de l'organisation. Alors sur la deuxième dimension qui consiste à regarder la mutualisation en route comme une force et avoir envie de le voir comme ça. Profiter aussi des forces des autres institutions, et notamment du musée des Beaux-Arts, qui semble être le fleuron, le chef de file, le vaisseau amiral. Enfin, dans la rhétorique de la mutualisation, souvent, on a tendance à aborder les choses comme ça. Et donc, dans le contexte toujours de réduction des ressources, prendre en compte les avantages que peuvent procurer la mutualisation, mais pas comme quelque chose qui est donné d'emblée et qui serait généré automatiquement par la mutualisation, mais quelque chose qui peut se construire à partir de plein de sujets comme la connaissance des publics, la billetterie, les achats en commun, la communication commune, les échanges de public, enfin les circulations de public. Et puis, peut-être pour terminer, quelque chose qui est revenu à plusieurs reprises et qui est revenu aussi dans le deuxième tour, quand chacun a un peu apporté son ressenti par rapport à ce qui avait été évoqué dans la première séquence. L'importance, je reviens sur la question des relations, sur la manière dont fonctionne, dont on peut bien vivre une réorganisation en mutualisation, l'importance du travail sur l'équipe, sur faire équipe, construire un esprit d'équipe au sein de la gestion mutualisée, demander à reconnaître les expertises des professionnels, aller un peu doucement pour que les gens qu'on emmène dans cette direction puissent avoir la possibilité d'être acteurs. Quand on dit les gens au pluriel, je crois qu'on les met au féminin. C'est comme les amours. Hein. Je fais une parenthèse en langue française. Il me semble qu'on dit les gens au pluriel, c'est féminin, il me semble. Donc, comment les gens peuvent être actrices ou autrices. Est-ce que les amours, on dit un amour, mais les amours sont belles, il me semble. Hein. Donc, les gens sont belles. Et mettre en place des choses, des dispositifs de type Vie ma vie. On a évoqué aussi les méthodologies des arbres de compétences, etc. Donc, en fait... pour terminer, pour moi, ça évoque un peu ce que j'avais évoqué hier dans l'évocation de ce travail, de cette réflexion d'Olivier Amand sur la robustesse, sur le faire ensemble. Et donc, effectivement, la mutualisation vue comme une opportunité de faire des choses ensemble. Quelqu'un a dit on peut faire de très belles choses, même si on a moins de budget, si on a une super équipe, si on peut construire une belle équipe. Vous connaissez tous et toutes le proverbe africain, tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Et je trouve c'est plus intéressant de réfléchir, d'aller plus loin que
que d'être plus fort. Au sens où alors, la force, si on l'entend comme étant la robustesse et la capacité à résister aux fluctuations économiques, par exemple, ça peut avoir beaucoup de sens. Voilà, j'ai un peu enrobé au fur et à mesure de ce que je disais les contenus de ce qui a été dit par des petites réflexions plus personnelles, mais je ne sais pas si Sarah, vous voulez ajouter quelque chose? Et voilà, bah, si les participants ou les participantes du groupe veulent compléter, c'est le moment. Est-ce que quelqu'un veut donner un exemple, par exemple, soit de privatisation, de collaboration avec une entreprise, un acteur, d'autres collègues du territoire qui auraient permis voilà, de faire plus avec moins? Je dis un parce qu'après, il nous reste un atelier encore à passer pour et rester dans les créneaux horaires qui nous sont impartis. Non? Bonjour, je voudrais juste évoquer une particularité que nous avons à Saint-Nazaire, puisque nos trois musées principaux, l'écomusée, Escale Atlantique et le sous-marin Espadon, donc, qui dépendent de l'écomusée, puisque c'est l'écomusée qui porte l'appellation Musée de France, nous complétons ces propositions au public en tant qu'opérateur pour les visites industrielles, chantier naval, Airbus, grand port maritime. Et depuis 2 ans et demi, 3 ans maintenant, nous avons un accord avec les 2 grandes entreprises, les chantiers de l'Atlantique et Airbus, pour faire que la redevance que l'on redonnait chaque année en fonction du nombre de visiteurs que l'on a, eh bien, aille à la restauration des collections. Et donc c'est aujourd'hui un début de cercle vertueux qu'on espère pérenniser et qui est une manière aussi de faire un peu plus avec beaucoup moins. Merci. Alors moi, je vais quand même donner un autre exemple qui a super bien fonctionné dans mon ancienne institution. C'est le jardin botanique du muséum qui a mis en place un team building d'ambition écologie et solidaire. La première entreprise à avoir réservé ça, c'est Airbus. Voilà, donc ça, voilà, avec un programme sur 1 an. Donc c'était une occasion d'une activité qui a vraiment recyclé, on va dire, le travail des médiateurs sur qu'est-ce que ça veut dire la symbiose, qu'est-ce que ça veut dire la collaboration, qu'est-ce que ça veut dire la cohabitation, qu'est-ce que ça veut dire tout ça. Donc ça a très très bien fonctionné et avec du sens. Et l'autre exemple, c'était sur... il y a une maladie spécifiquement toulousaine de déformation crânienne. J'ai découvert ça à l'occasion donc du travail sur les collections. Et du coup, il y a aussi un service de chirurgie crânienne très spécifique à Toulouse. Et donc, ils ont réservé plusieurs espaces en termes de privatisation pour faire travailler donc les étudiants chirurgiens devant les squelettes. Et voilà, avec tout leur super matériel hyper high-tech et performant des nouvelles chirurgies crâniennes. Ils ont été extrêmement ravis et ils ont renouvelé le programme aussi sur 2 années. Voilà, donc c'est ces 2 petits exemples que j'ai trouvé vraiment pertinents et qui ont apporté beaucoup au musée. Je vais passer la parole à Serge et Olivier pour la dernière partie assez technique de ces ateliers d'intelligence collective, puisque ce dernier atelier portait sur la question du PSC. Pratique. Donc merci de nous permettre de terminer sur le PSC mutualisé. On va essayer de vous tenir. Donc, et puis merci à ceux qui ont participé à cet atelier. Donc on va faire ça 2 voix. Bon, alors, je n'ai pas un étudiant à côté de moi, mais... Alors, pour rappeler le contexte que Sandrine a énoncé ce matin sur la question des enjeux de ce PSC mutualisé pour les musées de la ville de Dijon, compléter peut-être en rappelant qu'il y a eu donc en 2015 la création d'une direction des musées de la ville de Dijon, si je ne fais pas erreur dans la chronologie,
et qu'à ce moment-là, donc, pardon, plus récemment, je ne sais pas exactement quand est-ce que l'idée a été lancée de commencer l'écriture de ce PSC mutualisé, mais peu importe, il est apparu comme la solution, hein, c'est le terme qui a été utilisé, puisque nous avions aussi la chance d'avoir Sandrine Champion qui coordonne donc ce PSC mutualisé. C'est important de le rappeler pour que vous ayez tous les éléments. Et puis d'avoir donc ce choix qui était fait compte tenu de services mutualisés mis en place sur le plan scientifique, mais aussi des ressources, avec comme justification le fait de pouvoir privilégier la question de l'économie des moyens, d'éviter aussi des redondances dans un document, car ça aurait pu être le cas, le fait de revenir sur différents aspects répétitifs, avec un PSC dont on a dit ce matin qu'il y a une partie globale, et puis une partie par établissement, néanmoins avec des petits chapitres. Voilà, ça il faut le souligner quand même. En fait, on est allé assez vite sur la déconstruction des termes. Voilà. Donc la nécessité de déconstruire le terme de mutualisation, dont on vient de reparler à l'instant, avec l'usage de la novlangue administrative. Alors il y a beaucoup de termes évoqués ce matin pour la normalisation des pratiques professionnelles, la synergie des organisations de travail, la mutualisation des moyens. Puis il y a un terme que j'ai beaucoup, qui m'a beaucoup intéressé, la comitologie. Voilà, voilà, bon. Sont autant d'éléments qui ne doivent pas prendre le pas, c'est ce qui a été dit de façon unanime, tout cela sur la dimension culturelle et scientifique. De pouvoir privilégier, tu me dis hein, quand tu veux prendre la parole, l'approche qualitative est fondée sur la spécificité des compétences face à une vision globalisante. On en est revenu en fait, là aussi un fondamental, PSC mutualisé ou pas, quel est le rôle du PSC? Ça nous a paru, alors, je dirais c'est une évidence, mais on va quand même ouvrir quelques portes qui le sont déjà, au-delà de l'obligation réglementaire, de l'utilité sociale du PSC. Quelle que soit la nature du musée, là je quand même l'ajoute, hein, quelle que soit la nature du musée, musée de société ou pas, c'est ce qui doit fonder la démarche, hein, c'est ce qui a été là aussi de façon unanime mis en avant. Le PSC c'est une boîte à outils, c'est un gouvernail qui sert au Musée de France, mais pas uniquement au Musée de France, puisque nous avions dans le groupe des structures qui n'avaient pas le label Musée de France. Un projet qui doit embarquer une équipe, de la nécessité de co-construire avec les équipes, les élus, les habitants. De placer les habitants et les multiples cartographies des territoires au cœur du projet à travers des études et des diagnostics qui, dans le cas de Dijon, ont été faites et sont à venir. De problématiser les enjeux sociétaux au regard des caractéristiques de chaque lieu, pour bien définir le discours, les actions et, au bout du compte, les moyens. Et pas l'inverse. C'est l'un des éléments qui a été aussi souligné par les personnes présentes. La diversité des méthodologies de PSC, parce que, compte tenu du nombre de personnes que nous étions, c'est un peu moins d'une vingtaine, en fait, il y avait pratiquement des cas singuliers à chaque fois à mettre en avant, avec un PSC par établissement, pour ceux qui en tout cas avaient fait un PSC ou étaient en train de travailler sur un PSC. Donc PSC par établissement, PSC mutualisé pour un réseau de musées, on en a parlé, donc ça c'est le cas dijonnais, projet global ou de direction à l'échelle d'un réseau de musées, donc ça c'est donc un document, on va dire, chapeau, avec en plus un PSC par établissement. Ça, c'est le cas du réseau clermontois et du réseau strasbourgeois. Projet de service ou de direction qui est non réglementaire et donc différent du PSC, mais peut-être plus souple aussi. Un programme muséographique qui est différent du PSC. Ce n'est pas la même chose. Besoin n'est pas le même pour les structures, le besoin n'est pas le même pour les structures qui ont déjà un PSC. Donc là, j'ai plus en tête exactement la situation pour les musées de Dijon sur l'existence d'un PSC dans le domaine pour le musée des Beaux-Arts. Qu'il y a des différences en fonction des territoires, bien sûr, mais aussi des interlocuteurs auprès de la DRAC. C'est-à-dire que nos conseillers musées DRAC n'ont pas tous la même vision de ce qu'est un PSC, ça a été dit, c'est intéressant. Voilà, Tu veux continuer ou Bon. Merci, merci Serge.
quelle logique de chapitrage, quelle mise en avant, le projet culturel et scientifique ou les moyens, les ressources, les supports? Bon, notre point de vue, celui qui a été exprimé ce matin, c'était la mise en avant d'abord du projet culturel et scientifique. Se laisser la liberté qu'offre l'exercice, parce que certes, il y a un cadre réglementaire, mais il y a quand même une certaine liberté rédactionnelle. Intégrer explicitement la dimension sociale dans l'intitulé même du nom. Rappeler des tentatives par le passé, PSSC, Projet social, scientifique et culturel de l'écomusée de Fresnes. PCSES, c'est une proposition de Serge. Le musée des Beaux-Arts d'Arras a repris ça d'ailleurs, hein, j'étais assez surpris, mais avec un projet donc culturel, social, environnemental et scientifique. Et en fait, ce qu'on voulait souligner là-dedans, c'est que la façon de mettre les termes, ça induit aussi une certaine logique. En tout cas, même si on dit on hiérarchise pas, en réalité, le fait de mettre les termes dans un sens ou dans un autre, ça a quand même des incidences, quoi. C'est pas anodin. La question du calendrier d'écriture et de sa durée de validité de ce PSC, 5 ans, 10 ans, qui est généralement la durée évoquée, et de parfois un calendrier d'écriture qui est le temps de la validité, ce qui interroge. Vous en conviendrez. Le retour sur le cas dijonnais, voilà, duquel on est quand même on s'est un peu éloigné à un moment donné, pour y revenir. Avec un PSC mutualisé, on l'a dit, qui offre un intérêt pour la mise en commun des ressources, communication, technique et des compétences scientifiques. Mais qui néanmoins, et ça a été évoqué en fonction aussi des expériences des uns des autres dans la discussion, qui pourrait conduire à un risque de dilution de la singularité des établissements avec des établissements qui ne sont pas de même nature et pas avec les mêmes enjeux. Avec un enjeu à établir d'une priorisation des rénovations envisagées pour les musées, le musée d'art sacré, musée archéologique, musée de la vie bourguignonne, d'un enjeu d'un calendrier non encore défini pour la mise en œuvre des rénovations en attente d'un arbitrage des élus. Ce n'est pas une solution qui a été énoncée par le groupe, mais finalement, cette piste-là, qui serait de trouver un équilibre entre la mutualisation des moyens, la singularité des structures et un principe de solidarité entre elles. Alors c'est un beau principe. Hein. Nous ne sommes pas allés jusqu'à re-questionner la forme même du PSC mutualisé que vous avez choisi. Mais elle a suscité de nombreuses interrogations sur la difficulté de l'exercice pour parvenir à cet équilibre. Voilà, tu veux ajouter quelque chose? On va donner la parole à la salle. Bonjour Olivier et Serge. Je me permets juste de compléter, puisqu'effectivement, lorsque je suis arrivée en 2022, il n'y avait pas de PSC pour l'ensemble des 5 musées de la ville de Dijon. Il existait un PSC uniquement pour le musée des Beaux-Arts depuis 2013, mais donc qui avait près de 10 ans. Voilà, donc effectivement, il était urgent de se remettre dans ce cadre-là. Et donc, effectivement, c'est Sandrine Champion qui porte ce projet ici à Dijon, qui pilote du projet, qui se constitue en collégialité avec l'ensemble des équipes des musées, les acteurs, les élus et les personnalités, les partenaires de la ville de Dijon. Mais c'est vrai qu'on reste assez locaux finalement dans nos sollicitations. Ce que je voulais ajouter, c'est qu'on n'est pas les seuls à faire un PSC mutualisé, parce que là, on avait l'impression qu'on était seul au monde. Non, non, pas du tout. Il y a bien d'autres musées qui ont fait ce choix-là, Nancy, Le Mans et d'autres, effectivement, qui ont fait ce choix-là. Voilà, c'était juste pour apporter cette précision. Le Mans, pour le préciser, a décidé de faire un PSC mutualisé en fermant 2 établissements. Et en intégrant le Muséum d'histoire naturelle à l'intérieur de cette mutualisation des directions. Avec, d'ailleurs, on peut le noter, une complexité, puisque ils viennent de terminer l'écriture avec l'idée
d'avoir un discours sur l'Anthropocène avec voilà, une confrontation, une écriture avec les collections archéologiques et les collections du Muséum d'histoire naturelle. Donc c'est vraiment un vrai défi, quelque chose qui n'est pas évident à relever, hein. Ils avaient été conseillés par Jacques Caillère, d'ailleurs, l'ancien directeur du Muséum de Genève. Et en fait, ce PSC vient tout juste d'être validé et la directrice part des musées du Mans. Et donc, elle part au musée de la chasse et de la nature. Ouais. Et donc, alors évidemment, elle a été recrutée au musée de la chasse et de la nature justement parce qu'elle a écrit ce PSC. Mais qui était une écriture de relations nature-culture pour essayer de passer cette scission qu'on conteste souvent. Et en fait, quid de la suite? Parce que, voilà, en fonction de la personne qui va être recrutée pour la direction, comment on va mettre en œuvre un PSC qui est très original et très voilà, complexe à mettre en œuvre. Voilà. Comment on se réapproprie finalement à un PSC écrit par quelqu'un d'autre? C'est la question. Hein. On va voir ce que ça donne. Je ne serai pas dans le jury, hein, mais... Oui, par rapport à la question donc, de PSC mutualisé, dans mutualisé, il y a une dimension collective. Hein. Vous évoquiez les uns les autres à la fois dans le groupe de travail et puis Madame la directrice, la question du collectif. Mais jusqu'où va en fait le collectif dans l'écriture? C'est-à-dire que est-ce que c'est donc on a vu qu'il n'y avait plus de responsables d'établissement, hein, donc comment voilà qui participe en fait à la réflexion et je dirais à l'écriture collective, et jusqu'à quel niveau vous êtes allé dans cette démarche collective? C'est-à-dire est-ce que c'est l'ensemble en fait il y a 172 agents, c'est ça, au niveau de la direction des musées, qui sont associés d'une manière ou d'une autre donc à cette rédaction? Pas les 172, bien évidemment, ceux qui le veulent bien. Donc, je vais passer la parole à Sandrine qui va vous expliquer. Merci. En effet, je le disais rapidement ce matin, on a mis en place une réflexion totalement collégiale et collective avec des groupes de travail sur la base du volontariat. Donc, on avait à la fois des agents d'accueil et de surveillance qui sont inscrits à ces groupes de travail, des médiateurs, des collègues de la com, très peu de la logistique. C'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup de collègues de l'équipe technique et bien sûr les responsables scientifiques. Donc, on a eu plusieurs ateliers autour de thématiques un peu différentes pour faire remonter les idées. Et après, on a un outil commun sur le réseau, en fait, où chacun peut aller insérer, alors je vous passe les détails, hein, tout un code de couleur avec un suivi de date qui inscrit à quel moment pour qu'on puisse s'y retrouver. Mais c'est vrai que la rédaction finale se tient à un autre niveau, principalement de la direction, Frédéric et moi-même, pour harmoniser quand même un petit peu les contenus et qu'on ait une rédaction homogène, en fait. Mais on se nourrit bien sûr de toutes les remarques et de tous les apports des collègues, quel que soit leur niveau dans la direction. Et puis si le PSC a un fil rouge, effectivement, qui nous donne effectivement un gouvernail, c'est aussi une boîte à outils, comme vous le disiez en effet, mais qui nous permet de gérer aussi les priorités, parce qu'évidemment, avec 5 musées aussi variés, les priorités sont pour chacun extrêmement variés. Donc, c'est de faire un choix prioritaire pour les des projets réalisables dans les 3 prochaines années, envisageables sur le long terme à 5 ans, jusqu'à 10 ans maximum. Mais voilà, sachant que des ajustements pourront se faire en cours de route. Mais il faut bien faire des choix. Tout choix étant un renoncement, on est amené effectivement à s'entendre sur une perspective à 3, 5 et 10 ans. Il avait été aussi évoqué la question d'un accompagnement possible ou pas et de la prudence à avoir face à cet accompagnement, mais en tout cas de l'intérêt parfois d'avoir quelqu'un en AMO qui vient éventuellement avoir un regard extérieur et apporter aussi des techniques voilà, d'animation de groupe, voilà, au niveau méthodologique aussi sur l'écriture. Alors non pas pour appliquer, parce que ça on a essayé d'insister beaucoup sur le fait qu'il fallait peut-être se garder de la normalisation un peu
et de la standardisation des PSC, voilà, parce qu'on nous impose une sorte de trame ou de modèle qu'il faudrait suivre, et finalement on retrouve beaucoup de PSC qui se ressemblent quand même, faut quand même le dire. Et donc on a pas mal insisté aussi sur cette idée que on pouvait peut-être accrocher les wagons différemment, et puis qu'il y avait peut-être des spécificités, et que les musées d'art ou un musée d'ethno avaient peut-être pas les mêmes façons voilà, les mêmes positionnements et peut-être les mêmes histoires non plus, muséographiques et muséologiques, et que finalement peut-être que ces PC pouvaient aussi avoir des couleurs ou des façons des écritures différentes, quoi. Et donc ça, c'est aussi des questions qui ont un peu été soulevées pendant l'atelier, notamment le fait de partir des collections ou plutôt de partir de l'utilité sociale du lieu. C'est simplement ajouter aussi des réserves qui avaient été exprimées sur le risque d'une perte d'appropriation du PSC par les équipes si on le confiait à des agences, à des structures dont c'est le métier aujourd'hui, qui se développe beaucoup, et d'une certaine prudence à avoir aussi dans cet exercice si on avait à confier, à externaliser en fait aussi la rédaction d'un PSC, ce qui est quand même la tendance globale de beaucoup de services. Alors peut-être justement de préciser que c'est la différence entre une fonction d'accompagnement en AMO et d'externalisation qui là nous a semblé complètement folle dans l'idée, puisque le PSC c'est quand même quelque chose qui doit être approprié par les équipes et mis en œuvre pour faire justement un travail de cohésion et d'équipe. Et donc demander, mais on a vu ça dans certains endroits où on demande à quelqu'un d'un cabinet extérieur d'écrire le PSC, ce qui moi me paraît totalement quelque chose d'assez fou. Et Laurent, tu voulais intervenir, non ? Oui, non, effectivement, mais je pense que quand bien souvent, alors tu as raison de distinguer les deux choses entre une AMO où on va accompagner, on va essayer de faire ressortir la dimension collective, ce qui n'est pas forcément non plus évident, et puis ça peut être aussi un métier, en tout cas une expertise, et puis vraiment confier en fait les clés du camion à un prestataire extérieur, mais c'est souvent parce que tu n'as plus la ressource donc humaine, professionnelle en interne. Et malheureusement, on le voit de plus en plus, et de plus en plus, c'est vrai que ça fait partie, il y a une externalisation des rédactions de PSC, mais souvent dans des équipements qui n'ont plus forcément la matière grise en interne pour le faire. Après, je pense qu'il faut quand même un peu se détendre sur cette question de l'injonction au PSC. Du coup, moi, quand je suis arrivée au musée de Bretagne, ça a été la première attente, exprimée bien sûr quand on est recruté. Voilà, vous avez le récollement à faire, on a fait 2%, il y a un PSC à faire, il y a beaucoup de choses à faire. Et le premier PSC du musée, il était justement resté au milieu du gué parce que voilà, il y a eu un problème d'élaboration collective, non collective justement, et l'enjeu, ça a essayé d'en faire un outil finalement de trouver du sens et d'avoir un cap. Donc le premier, on a mis 2 ans pour le faire, ce que j'ai trouvé long. Moi, certes, ça m'a permis de connaître plein de choses, d'approuver les collections. Mais par contre, les suivants, d'ailleurs, on ne les a pas appelés projets scientifiques et culturels, parce que du coup, notre premier, il était sur les années 2015-2021. Toute la partie bilan, aujourd'hui, elle est toujours valable. Ça reste un document de référence. Mais par contre, les documents qu'on a élaborés ensuite, on ne les a pas présentés pour le coup en tant que PSC, donc on ne les a pas ni envoyés à la DRAC ni envoyés au SMF. On les appelle plutôt des feuilles de route. Ils sont beaucoup plus courts parce qu'en fait, tout simplement, on n'avait pas non plus le temps à dégager, parce que vous disiez ça prend beaucoup de temps, et comme notre feuille de route en termes de politique culturelle et des attentes était assez bien balisée, concrètement on était plutôt dans une vision plus programmatique de plan d'action. Et pour moi c'est plutôt la question qui se posait plutôt, c'était parce que
on avait mis des ambitions qu'on n'a pas pu réaliser dans le premier PSC. Donc déjà, c'est est-ce que celles-ci sont toujours valables? La construction des réserves, la rénovation du parcours permanent. Voilà. Et du coup, on a considéré que ce n'était pas forcément utile de se relancer dans un PSC et plutôt d'être plutôt dans une prolongation de l'existant. Donc, il faut que je dis, détendons-nous aussi. Les documents peuvent prendre des formes variées. Par contre, moi, je trouve que ce qui est intéressant, c'est que nos métiers sont quand même en train d'évoluer fortement. Parce que là, on en parle un tout petit peu, la médiation, la position des agents d'accueil. Enfin, c'est plutôt comment voilà, on réfléchit sur ces manières d'accompagner les changements, d'évolution de gouvernance aussi. Qui sont pour le coup des vrais changements, parce que ça veut dire des changements aussi dans les métiers, la bonne compréhension par nos tutelles de nos logiques professionnelles et quels seront demain les besoins aussi sur les personnes et les fiches métiers qu'on va recruter à 5 ans, à 10 ans. Oui, mais c'est ce qu'on a voulu souligner avec le terme de gouvernail. C'est une utilité pour l'établissement, pour conduire un projet d'équipe, et pas pour faire plaisir au ministère, quoi. Moi, j'ai toujours, enfin, je me plais toujours à rappeler que les grands établissements n'ont pas de PSC. Hein. Le Louvre, il n'a pas de PSC. Hein. Mais ouais, 2 minutes. Ok. Bon. Mais là-dessus, je crois que le chiffre officiel du ministère de la Culture en France, c'est sur l'ensemble des musées de France, je crois 23%. Il y a 23% des musées qui ont un PSC de moins de 10 ans. C'est-à-dire que plus des 3/4 des musées en France aujourd'hui n'ont pas de PSC, Et donc, je pense qu'il faut, mais je pense que le ministère met du temps à réaliser l'infaisabilité d'un PSC tel que. Enfin, le fait de mettre dans le code du patrimoine et de marteler des choses comme ça ne produit pas d'effet opérationnel, alors que pourtant on peut bien comprendre que c'est quand même important pour un musée. Et à la limite, moi je dirais même que cette histoire de se faire accompagner parce qu'on n'a pas de moyens, en fait, moi je dirais moins on a de moyens, plus il faut savoir qui on est, où on veut aller et surtout l'entonnoir. Enfin, c'est-à-dire avec le peu de moyens qu'on a, qu'est-ce qu'on affirme qu'on va essayer de faire. Et une fois qu'on l'a dit, après tout le monde est content. Parce que le problème, c'est tant qu'on n'a pas fait ça, on a une espèce de chape de plomb avec ce sentiment de devoir faire tout et ne pas en avoir les moyens, alors qu'à partir du moment où on s'est fixé un cap, et je trouve que c'est vrai que la question de savoir qu'est-ce qu'on fait après un premier PSC, en particulier, alors ça dépend de quel musée on est, mais quand on a un musée qui dépend d'une collectivité publique avec un exécutif, avec des élections, etc., la problématique, par exemple, de savoir si les choix d'orientation du PSC doivent être indexés sur le programme politique du mandat, par exemple, ou quelle articulation. Paraît délicat d'imaginer une insularité du musée qui se fait son PSC dans son coin en liaison directe avec la DRAC et puis qu'éventuellement il le fait, alors que dans la procédure il le fait valider par la tutelle. Donc il vaut mieux quand même que c'est un petit rapport avec le programme de mandat politique, parce que sinon ça n'a pas de sens, quoi. Alors, dernière remarque. C'est juste un témoignage, c'est que pour plusieurs petits musées de la Saône-et-Loire, donc pour vous donner une idée, l'ingénierie, c'est 1 ou 2 personnes dans le musée. Donc on se fait accompagner par une AMO pour essayer de les aider à écrire ce PSC, qui prendra une forme très, très light, beaucoup plus courte, pour essayer justement quand même de réfléchir surtout à l'identité, aux grandes orientations. Voilà. Donc c'est pour vous dire qu'on essaie d'expérimenter aussi d'autres formes, beaucoup plus courtes, et sous forme aussi d'ateliers collectifs avec ces musées qui sont souvent sur un même territoire. Donc voilà, je pense qu'il y a des formes aussi un peu plus innovantes qu'on essaie de mettre en place. Voilà. Et on espère qu'il y ait une autre collègue qui est dans la salle, peut-être qui est encore là, qui accompagne, qui fait de l'AMO. Il y a la conseillère musée là-bas aussi, mais une collègue qui accompagne les PSC qui est là-bas. Je vais lui donner la parole parce que peut-être qu'elle peut témoigner aussi du travail qu'elle fait rapidement avec d'autres structures.
Première chose très importante, l'externalisation. Je suis d'accord, ça n'a aucun sens. Il faut que le PSC soit issu des équipes qui connaissent leur collection, leur territoire, leur public, etc. Moi, j'accompagne donc en AMO des musées sur leur PSC. Ce que je constate, c'est que même dans une toute petite équipe, les ressources sont là pour savoir qui est le musée et où il doit aller. Ce qui manque généralement, c'est une question de méthodologie. Comment on s'approprie cet objet qu'on n'a jamais vraiment bien compris, si je peux me permettre. Le calendrier aussi. Comment on fait pour écrire un PSC en moins de 5 ans quand on a 1000 autres choses à faire. Et la méthodologie pour avancer pas à pas sur le diagnostic, puis sur le projet et enfin sur la rédaction. Et je pense que l'accompagnement, il a son intérêt là et aussi par la prise de recul qu'on a en tant qu'externe. On peut se permettre de voir des choses, de connaître ce qui peut se faire ailleurs et de conseiller sur ce point de vue-là. Mais le sujet, c'est certainement pas d'imposer des décisions ou de se substituer, mais vraiment d'être en soutien pour que l'établissement réussisse à écrire son PSC. Voilà. Enfin, en tout cas, moi, c'est ma façon de faire et je pense qu'elle est partagée par pas mal d'autres personnes qui font le même métier.